Bonjour, nous nous retrouvons pour la dernière partie, le dernier volet de notre expansion de l'Occident au Moyen-Âge. Nous avons dans un premier temps observé comment s'était développé le commerce, puis comment s'étaient transformées les villes. Maintenant, on va voir comment s'organisent ces villes, ce monde urbain qui va se transformer, prendre son autonomie. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on a dit précédemment, je vous ai parlé de certaines grandes villes qui vont considérablement se développer au Moyen-Âge grâce à l'aide des marchands, grâce à l'aide des artisans. Je vous ai parlé de Venise, qui s'est développée à partir d'une simple colonie de réfugiés avec un agrandissement des îles, en jetant leurs déchets petit à petit dans les îlots, en les comblant, pour faire des îles beaucoup plus grandes, pour faire une capitale mondiale du commerce à cette époque. On a parlé de Bruges, etc., etc. Il faut imaginer qu'à l'intérieur de ces villes, petit à petit, les marchands prennent de plus en plus d'influence, sont de plus en plus riches, et vont contester de plus en plus fréquemment le pouvoir des seigneurs, qu'ils soient temporels ou qu'ils soient ecclésiastiques. Ils vont même parfois avoir du mal avec les directives du roi quand on est dans un royaume. Ce qui fait qu'à mesure que ces banquiers, que ces marchands vont obtenir finalement de la puissance, vont prêter de l'argent aux grands de ce monde, ils vont souvent demander en échange un certain nombre d'avantages. Des exemptions de taxes, la possibilité de prendre des décisions au sein de leur métier, de leur corporation. Vous vous souvenez, on en a parlé, comment les métiers s'organisent pour se protéger et pour travailler ensemble. Ils vont décider aussi, dans certains cas, de demander directement des libertés aux seigneurs, notamment aux rois, pour pouvoir devenir ce qu'on va appeler des bonnes villes, ça c'est le cas en France, ou des communes un petit peu partout en Europe. Ces bonnes villes, ces communes, pour pouvoir être reconnues, il faut qu'elles obtiennent ce qu'on appelle une charte de liberté. Alors vous allez me dire, pourquoi un seigneur va donner à une commune la possibilité de devenir indépendante? Ça serait stupide, il perd de l'argent, il perd du territoire. C'est pas si stupide que ça. Si on réfléchit bien, si je donne de la liberté à ma commune, elle m'appartient en théorie, dans les faits aussi. Simplement, je vais accorder à mes habitants de gérer leur propre ville, mais ça veut donc dire qu'ils vont devoir gérer les fortifications, je n'aurai plus à payer. Entretenir un château ou une forteresse, je n'aurai plus à payer. Entretenir, finalement, les voiries dans les villes. S'assurer que la justice est menée. Ils doivent continuer à lever des impôts. Certes, je ne toucherai plus tout, mais comme ça va stimuler finalement le commerce et les bourgeois, je vais sans doute gagner beaucoup d'argent, et j'en perds moins, je vous rappelle, ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais surtout, ces villes, comme elles m'appartiennent encore, si je suis attaqué, elles sont dans l'obligation de venir me protéger en m'envoyant des gardes, des soldats, lors de mes guerres ou en cas d'attaque. Notamment, on en reparlera dans un prochain chapitre, Philippe Auguste, lors de la bataille de Bouvines en 1214, va être protégé par les armées fournies par les communes du nord de la France. Ces communes, elles vont se développer généralement dans les régions où le pouvoir royal est faible. On en trouve beaucoup dans le nord de l'Italie, on va en trouver beaucoup aussi dans les Flandres. Dans les autres régions, ça marche un petit peu moins bien. La première chose que les artisans et les marchands font quand ils arrivent à obtenir des libertés, c'est pousser le plus possible les évêques et les comtes hors de la cité pour se débarrasser de leur pouvoir. À partir du moment où ces communes, ces villes libres sont établies, par contre, les artisans vont perdre de leur influence au profit des marchands qui sont les plus riches. Ces familles ont de l'argent, prêtes à tout le monde, vont organiser des fêtes, vont stimuler les arts, la décoration de la ville, pour montrer qu'ils peuvent dépenser de l'argent, qu'ils en ont donc sans doute encore en réserve, et pour se donner une bonne image. Nourrir la population, la divertir depuis l'époque romaine, on sait très bien que c'est un gros avantage quand on veut contrôler les masses. Certaines familles vont particulièrement miser sur cette politique-là, notamment à Florence, la famille Médicis, qui va petit à petit se débarrasser de ses rivaux et prendre le contrôle de la ville de Florence et de toute la Toscane autour. Ces riches familles, elles vont entretenir aussi le patrimoine architectural de la ville. On en a parlé précédemment, on a financé les cathédrales, on a construit des ponts, on a construit les halles, mais on va aussi mettre en place des bâtiments emblématiques pour montrer que le pouvoir du comte ou le pouvoir de l'évêque sont diminués. Toutes les grandes villes vont essayer de faire bâtir à l'intérieur de leurs murs des beffrois. Alors le terme de beffroi, c'est un terme qu'on emploie dans le nord de la France, dans les Flandres notamment. En Italie, ces mêmes beffrois, on appellera ça des campaniles, et dans le centre de la France, on a parlé de moulins, on appellera ça un jacquemart.
Alors que ce soit un beffroi, un jacquemart ou un campanile, la pratique est la même. C'est une tour. Et cette tour est dotée d'un clocher, ce qui permet à la cloche de sonner les heures de travail, enlever ce pouvoir à l'église, de prévenir en cas d'attaque, de prévenir en cas d'épidémie, et aussi, dans tous les cas, de prévenir en cas d'incendie. On l'a vu, les villes sont principalement construites en bois, donc automatiquement, il faut véritablement que toute la population se mobilise en cas d'incendie dans une ville. Une ville entière peut être ravagée. En 1666, pratiquement toute la ville de Londres, du moins son quartier emblématique de la City, part en flammes à cause d'un boulanger qui a mal éteint son four pendant la nuit. Donc automatiquement, on essaie vraiment de pousser la population à être ensemble, d'être solidaire, pour permettre à la commune de vivre. On va pousser les plus riches habitants à voter, à élire des échevins, à élire finalement des élus qui vont représenter, on va être honnête, principalement les grandes familles, mais en théorie toute la population de la ville, et diriger la ville. On va pour ce faire construire des bâtiments qui sont des palais du peuple, des palazzo dei popoli. Certains sont très célèbres, qu'ils soient à Florence ou qu'ils soient à Sienne, comme celui que vous voyez actuellement. Ce sont de véritables forteresses urbaines qui permettent aux riches de prendre les décisions pour l'ensemble de la cité. Ces villes, elles vont donc permettre à une forme de bourgeoisie de naître, mais une forme de bourgeoisie comme nous on la connaît, c'est-à-dire des gens très riches. Ce sont des véritables seigneurs urbains. C'est eux qui vont remplacer les chevaliers, les comtes, les évêques au sein de la ville. Donc ils vont prendre une position à part et ça va leur donner finalement une influence de plus en plus forte. Et certaines de ces communes ont une influence très importante. Elles vont devenir de véritables cités-États qui vont contrôler des territoires plus ou moins vastes, que ce soit Venise, que ce soit Bruges ou autre. Parfois, elles vont mener leur propre guerre. Venise et Gênes sont deux républiques, sont deux communes, mais qui pourtant vont s'opposer très régulièrement dans des guerres. Certaines vont prendre une influence considérable au moment du Moyen-Âge, et ce qui va sonner un petit peu un déclin pendant une petite période de ces villes, c'est la Grande Peste de 1348, qui va faire que le fait que toutes les populations soient regroupées au même endroit, il va y avoir des ravages de la population. Il faudra attendre la fin de la Grande Peste, la fin de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire qu'il faudra véritablement attendre le XVe siècle pour que les villes se redynamisent comme elles ont été à un certain moment du Moyen-Âge, autour du XIIe, XIIIe siècle. Malgré tout, on voit bien que le commerce et les villes se développent et permettent de développer de nouvelles populations, de nouvelles sociétés, de nouvelles façons de s'organiser. Certains seigneurs vont perdre de l'influence et d'autres vont en gagner. Et parmi ceux qu'on verra dans un prochain chapitre, il y a un homme qui est très content généralement que les grands seigneurs soient un petit peu affaiblis par ces communes et par le pouvoir des villes. Ce sont les rois. Parce que souvent ces rois ne sont que de petits seigneurs et si on se débarrasse des rivaux qui sont plus importants qu'eux, ça va leur permettre d'affirmer petit à petit leur poids. Je vous remercie de votre attention. Finalement, nous, on a vu que l'expansion de l'Occident, elle est réelle, elle est durable. Ce sont de grandes catastrophes qui vont, entre parenthèses, bloquer à un moment donné le développement de cet Occident. Mais le commerce a permis un véritable développement. Les Européens vont conquérir de nouvelles terres, ils vont défricher des territoires pour la vie en ville, pour la vie à la campagne. Ils vont découvrir de nouvelles régions, de nouveaux savoirs. Et ça va petit à petit leur permettre de redécouvrir un peu leur passé. Ça va leur permettre de redécouvrir qu'il y a un passé antique. Et à terme, ça aussi on le verra dans un prochain chapitre, c'est ce qui amènera au développement d'une notion qui s'appelle l'humanisme et qui poussera des hommes à essayer de voir un petit peu plus loin que les murs de leur cité. Certains de ces hommes, comme Christophe Colomb, iront même découvrir le monde. Donc le développement des villes, tout comme le développement des campagnes, sont étroitement liés et surtout vont emmener au développement de l'humanité durant la fin du Moyen-Âge. Je vous remercie de votre attention et à très vite. Bon courage à vous.